Originaire du bas du fleuve et élevé dans un milieu de bûcherons, Gérald Fortin s'est orienté vers l'école naissante des sciences sociales. Son père, instituteur émigré en ville, connaissait le père Lévesque. Fortin rédige sa thèse de doctorat sur le nationalisme canadien-français, un thème qui avait hanté sa jeunesse. Préoccupé par la question ouvrière, il débute sa carrière par une enquête sur la mobilité des bûcherons. Par la suite, artisan de la loi Arda, il joue un rôle important dans l'élaboration du plan d'aménagement régional de l'Est du Québec, le fameux BAEQ. Il y fait l'expérience de l'enfance de la technocratie et c'est à partir de là qu'il rêve sa société de participation. Premier directeur du Centre de recherche urbaine et régionale de l'INRS, Fortin y tente aujourd'hui d'inventer une ville vivable dans une société bouleversée par les changements d'hier et inquiète de son avenir. Mais en 50, vous étiez venu à Québec pour étudier, puis c'était le régime de Maurice Duplessis. En 50, j'étais déjà à Québec, parce que je déménageais à Québec en 36. En 36. Bien que j'ai gardé des contacts tous les étés jusqu'à l'âge de 18 ans dans le milieu rural, surtout avec mon grand-père, cette fois-là, moi avec ma grand-mère. Mais, oui, c'est ça. J'avais fait mes études à Québec et je cherchais à savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc, je l'ai dit, c'est la sociologie. Donc, c'était d'abord les sciences sociales qui m'intéressaient après mon aventure chez les Trappistes et, comme je l'ai expliqué, tout le courant de pensée qui m'éloignait de mon père, dans un sens qui, lui, était plutôt du côté physique ou ingénieur. Alors là, c'est le père Lévesque qui m'avait convaincu qu'au lieu de faire des relations industrielles, j'étais mieux de faire de la sociologie, parce que ça serait une explication plus vaste, etc., etc. Et, c'est ça, là, je suis arrivé jeune étudiant. Comment est-ce que vous l'aviez rencontré, cet homme-là? En allant m'inscrire, parce que le nombre d'étudiants à ce moment-là était relativement petit. La faculté comptait 30-35 étudiants, nous étions 5 en sociologie. 5 sur les 2 ans, c'est-à-dire une année où il y avait 2 étudiants, l'autre année il y avait 3 étudiants. Alors, de sorte que les contacts directs se faisaient presque automatiquement. Ouais. Même s'il était doyen, il avait le temps de rencontrer individuellement chaque étudiant. Il faut dire aussi que mon père connaissait le père Lévesque pour toutes sortes d'autres raisons. En dehors, de sorte que je le connaissais déjà un peu aussi personnellement. Puis qu'est-ce qu'il y avait au programme d'études? Qu'est-ce que vous voyiez à ce moment-là? À ce moment-là, nous faisions 2 ans d'études générales, économiques, sciences politiques, morale sociale, et quelques cours de sociologie qui étaient donnés à ce moment-là par M. Falardeau, qui était le seul, on pourrait dire, patenté. Il y avait aussi, j'oublie les noms, là, un dominicain. Père Delos? Non. Non, c'était après. Père Delos, c'était avant ça. Oui. Père Bélanger, qui donnait la sociologie rurale dans le temps. Alors, parce que son père avait déjà été propriétaire d'une beurrerie, à quelque part dans un petit village. Il avait peut-être suivi un cours de ça quelque part. Et la sociologie de famille par un autre curé aussi. Dans les 2 premières années étaient surtout des années d'études générales. On fait un cours de droit civil. On bouchait les trous avec tout ce qu'on pouvait. Par ailleurs, je pense que ça nous donnait une formation éclectique qui n'est pas à négliger, même pour un sociologue par la suite. Et ensuite, on avait 2 ans d'études plus spécifiques en sociologie et sciences politiques, parce que à ce moment-là, le département était double. Où là, on a eu les premiers cours de Gérard Bergeron, de Léon Dion, qui sont ajoutés aux cours de M. Falardeau et de Guy Rocher, qui est arrivé la dernière année chez étudiant à Laval. Est-ce qu'on faisait des maîtrises à cette époque-là? Oh, oui, le cours était de 4 ans et il finissait par une maîtrise. Par ailleurs, il faut dire que à ce moment-là, Laval avait quand même relativement
une très bonne bibliothèque. Et on peut dire, sans froisser mes anciens professeurs, que dans le fond, le cours, on l'a fait beaucoup plus à la bibliothèque que dans les cours magistraux qu'on peut avoir. Oui. Bon. On vous voit comme le sociologue du milieu rural. Est-ce que c'était déjà vrai au moment où vous êtes venu étudier là, à Laval? Non, quand je suis arrivé à Laval, comme je l'ai dit, ce qui m'intéressait, c'était le mouvement ouvrier, les syndicats et la sociologie du travail en général. Oui. Et là-dessus, c'est là surtout que j'ai travaillé à la bibliothèque parce qu'aucun de nos professeurs du temps ne s'intéressait à la chose. Et lorsque je suis parti étudier aux États-Unis, c'est surtout dans ce domaine-là que je suis allé travailler, en sociologie du travail et en psychologie sociale. Où est-ce que vous étiez là-bas, aux États-Unis? À l'Université Cornell. Cornell. Puis là, quelles influences exerçaient sur vous, d'abord, croyez-vous? Je pense qu'il y a eu relativement peu d'influence. Sauf une spécifique qui était que je m'intéressais aussi aux techniques de recherche et ça aussi, Laval était relativement faible quand j'étais là. Alors, j'ai travaillé beaucoup aussi en techniques de recherche et en analyse statistique pendant que j'étais à Cornell. Je crois que c'est peut-être ce que j'en ai tiré de plus, disons, normalement, le fait que j'ai quand même pu travailler en sociologie du travail, ce que je n'avais pas fait directement avant, et en psychologie sociale. Puis de retour des États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Au retour des États-Unis, c'est qu'une fois mon doctorat fini, j'avais pratiquement un emploi assuré par l'ALCA. Comme sociologue du travail, parce que c'était ma spécialité. Et par un hasard, Laval venait de décrocher un contrat de recherche avec l'ensemble des compagnies forestières qui voulaient faire étudier le problème du turnover, du roulement de la main-d'œuvre dans l'industrie. C'était le début de l'introduction des chaînes mécaniques et une diminution assez grande dans le nombre de bûcherons, plus une rotation très grande. Alors, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, on pourrait te donner un contrat pour 1 an ou 2 pour travailler là-dessus. Est-ce que ça t'intéresse? Si ça avait été carrément, je pense, une étude d'une monographie rurale, j'aurais probablement dit non parce que ça n'avait rien à voir dans ce qui m'intéressait à ce moment-là. Comme il s'agissait de travailleurs et qu'on pouvait assimiler à des ouvriers, plus ou moins, je vais accepter ça. Et c'est comme ça que je suis rentré à Laval, par la bande, dans le fond. Pour faire cette recherche? Faire cette recherche qui a duré 2 ans. Les fonds ont été coupés par les compagnies parce qu'on découvrait trop de choses qui leur faisaient mal. Est-ce que vous aviez des fonctions d'enseignement aussi, en même temps que vous faisiez ce travail? La première année, non. La deuxième année, j'ai proposé gratuitement, parce que j'étais pas attaché au département de sociologie, de leur donner un cours, justement, de technique de recherche. Oui. Et par la suite, c'est Yves Martin est allé travailler à Ottawa 1 an. Il libérait un poste temporairement pour 1 an. Donc, je vais rentrer au département sur le poste de Yves Martin et voilà. Bon. Alors, vous êtes là, au département de sociologie. Puis vous avez travaillé sur cette recherche sur les ouvriers forestiers. Disons, avant ça, j'avais fait quand même à Cornell ma thèse de doctorat qui portait sur le nationalisme canadien-français. On faisait une analyse de contenu de la revue l'Action française, l'Action canadienne-française par la suite et l'Action nationale à partir de 1933. Un peu comme une sorte de purgation parce que il faut vous souvenir que c'est le temps où, lorsqu'on était étudiant, on se cotisait pour faire venir Pierre-Éliott Trudeau nous parler du syndicalisme et de l'idéologie nouvelle qui pouvait sortir du catholicisme de gauche, mais qui était quand même axée davantage sur une prise de conscience urbaine et ouvrière syndicale.
De sorte que le nationaliste, qui avait quand même mis l'accent très fortement sur le milieu rural, nous apparaissait comme dubitatif. D'ailleurs, ça s'est traduit dans le texte fameux de Trudeau au moment de la grève de l'amiante, où il mettait d'un côté le nationalisme et la nouvelle pensée syndicale qui est en train de révolutionner le Québec. Alors, ça a été une sorte de purgation, mais ça a été une purgation qui a laissé quand même ses traces, parce que je pense que jusque-là, j'étais très peu nationaliste. Je faisais un sens, je faisais ma thèse pour me débarrasser ou vider complètement le sujet. Par ailleurs, j'ai l'impression que je me suis aperçu que c'était pas complètement tout farfelu dans l'affaire, qu'on pouvait décanter des dimensions qui étaient peut-être trop traditionnelles rurales, mais quand même, il y avait une espèce de fond qui se détachait, auquel on ne pouvait pas refuser, dans le fond, complètement son adhésion. Alors, ça a été, ça, je pense, dans ma pensée, un mouvement assez important, dans le sens que je suis devenu un peu nationaliste dès ce moment-là. Je suis devenu plus par la suite, mais je suis devenu un enseignant, justement, de ne pas l'être. Après ça, j'ai travaillé justement avec sur ce problème des bûcherons, ce qui m'a amené à faire par la suite de la sociologie rurale, mais que j'ai toujours abordé, dans le fond, plus en sociologue industriel qu'en sociologue rural traditionnel. Alors, ça m'a amené, entre autres, à la monographie que j'ai faite à Sainte-Julienne, sous son nom de plume, où là, déjà, je percevais, c'était dans les années 56-57, 57-58 plutôt, percevais quand même que ce que j'avais senti en vivant dans le milieu rural, mais que je n'avais jamais réussi à formuler, c'est-à-dire que le milieu rural, c'était pas la mystification que les gens de Montréal en faisaient dans l'Action nationale, entre autres, que c'était vraiment pas sérieux, cette mystification-là, que le milieu rural, c'était beaucoup plus concret, réel, et pas aussi beau, qu'on voulait bien dire, et que toutes les vertus attachées au monde rural contre toutes les vices de la ville étaient relativement... Il fallait mettre un relatif très grand entre les deux. Pour apercevoir aussi, déjà en 56-57, que la distinction entre rural et urbain, elle était très ténue, dans le fond. Que déjà, les ruraux de Sainte-Julienne avaient des patterns de consommation et de conduite relativement très urbains. Et que toute la description qu'on donnait traditionnellement du milieu rural québécois, y compris même miner et tout ça, c'était complètement disparu. Ce qui m'a amené à chercher pourquoi ça avait disparu et de voir qu'est-ce qui s'était passé en termes de changement dans le système de valeurs rural et selon le genre d'agriculture aussi qu'on trouvait dans les milieux. Alors tout ça, ça débouchera plus tard sur le BEQ, mais entre-temps, on a fait aussi un travail pour les caisses populaires avec Dallaire Tremblay sur le comportement économique des familles salariées. Où là, en fait, je ne prendrai pas tous les thèmes qu'on a pu découvrir là-dedans, mais là aussi, où apparaissait, je pense, assez clairement que la distinction entre rural et urbain ne tenait plus. C'est-à-dire qu'on trouvait autant de gens traditionnels sur une échelle de traditionnalisme à Montréal que dans le fond de la Gaspésie. On trouvait autant de gens dits modernes en Gaspésie qu'à Montréal. Et que la même chose que les conduites économiques étaient relativement homogènes, peu importe le milieu dans lequel on était. Et que c'était surtout une question de revenus qui pouvait faire qu'on ait des conduites différentes plutôt que le fait qu'on demeure dans un milieu plutôt que l'autre. Ce qui amenait aussi à la constatation que malgré
certain pluralisme. On commençait déjà à parler depuis quelques temps au Québec. Il y avait quand même une certaine nouvelle homogénéité qui n'était pas du tout la même espèce d'unanimité au Québec qu'il peut y avoir, disons, qu'on supposait dans les années 30, parce que là aussi, quand on vérifie, on s'aperçoit que c'était pas toujours aussi homogène qu'on le dit. Mais que dans un pluralisme qui apparaissait, il y avait aussi une homogénéité nouvelle qui est en train de se faire, surtout en termes économiques et de consommation. Le BQ, après ça, c'est presque un accident en lui-même, d'ailleurs. La loi Arda était votée à Ottawa. Québec devait voter aussi cette loi pour le faire, qu'elle soit effective au Québec. Jean Lesage venait de faire une tournée en Gaspésie et s'était fait mettre au pied du mur par les chômeurs du coin. Il avait fait une promesse en disant si la loi Arda passe, vous serez les premiers couverts par cette loi. Ce qui a fait que les gens du Bas-Saint-Laurent, entre autres, qui avaient déjà un conseil économique régional, ont pris la chose au sérieux et ont organisé un premier projet de recherche globale pour l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Entre-temps, moi, j'avais été mêlé à la fabrication de la loi Arda à Ottawa à cause de mes études dans le milieu rural. J'étais à peu près le seul au Québec à faire des études au milieu rural, même si on dit que les Jeux du Québec s'est occupé du milieu rural, c'est pas vrai. Il y a eu à peu près 2 ou 3 sociologues qui ont travaillé au milieu rural seulement au Québec. Donc j'étais mêlé à la loi Arda et j'avais fait réussir avec des copains sociologues ruraux, économistes ruraux, entre autres et surtout de Saskatchewan, de faire mettre une 4e partie dans la loi qui serait justement la possibilité de ces études globales. Et donc, il y a eu rencontre entre ça, j'ai été pris entre les deux, si tu veux. Et très vite, j'ai collaboré avec le Conseil d'orientation du Bas-Saint-Laurent à préparer ce mémoire et à mettre sur pied les premières recherches là-dedans avant d'aller chercher Coulombe et Poulain, qui étaient à ce moment-là aux études de doctorat aux États-Unis. Alors, le BQ, c'était plus, je pense, une expérience d'action que de recherche, parce que même si j'étais directeur de la recherche côté sociologique pendant un bout de temps, j'étais plus conseiller et mêlé dans tout le fonctionnement et toute la merde aussi, parce qu'il y a eu de la merde là-dedans. Et ça a été aussi tout le problème de la participation qu'on a essayé de faire entrer dans ce projet, qui se voulait non seulement un projet d'étude, mais un projet de participation de la population à un plan qu'ils feraient eux-mêmes. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Quel était le contexte dans lequel venait s'insérer ce projet-là? Brièvement. Le projet, dans le fond, il ne partait pas de nous autres, il partait des gens du Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire du conseil régional, qui était composé à la fois des gens de la Chambre de commerce, mais aussi de l'UCC, et un peu des syndicats ouvriers, mais qui étaient plus faibles à ce moment-là dans la région, qui était de faire un plan de développement de la région. Et ce conseil régional, déjà depuis 5 ans, fonctionnait à partir de ses propres deniers, à subventionner quelques recherches sur l'agriculture, sur les transports. Donc, déjà, c'est des gens qui étaient préoccupés de se faire un plan, eux autres, pour développer leur région. De sorte que la proposition du BQ, c'est pas la proposition des chercheurs, c'est une proposition qui a été, dès le point de départ, un compromis entre un groupe régional et des chercheurs, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faudrait comme étude pour réussir à faire leur meilleur plan. Mais dès le point de départ, le contrôle du plan n'était pas dans la main des chercheurs, était dans les mains du conseil régional. Et ce conseil régional voulait que le plus de monde possible y participe à ce plan-là. Et, dès le point de départ, les gens du conseil régional, avant même le BQ, voulaient que ce soit leur plan et non pas le plan des chercheurs.
Alors, c'est par ce biais, dans le fond, qu'ils nous ont forcé plus ou moins à creuser la notion de participation et de voir comment les gens pourraient s'être impliqués dans la fabrication de ce plan-là, et bien dans certaines études. Il faut dire aussi qu'il y avait, parmi les premiers experts consultés par le Conseil régional, il y avait aussi un jeune agronome qui arrivait de chez Lebray et qui était très convaincu de toute la méthode de Lebray sur la participation, l'enquête participation surtout, plus que la participation dans le plan, l'enquête de participation, et que ça rencontrait très, très facilement les vues du Conseil régional. Qui était cette personne? Lucien Parent, un jeune agronome. Voilà. Bon, maintenant plus vieux, mais dans le temps. Oui. Bon. Je me demande, on a un petit peu plus tard, pour la sociologie, on a parlé de l'animation sociale beaucoup. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces travaux du BAEQ puis ce courant de l'animation sociale qui a fait un moment de la sociologie ici, je pense? Je pense que ça correspond à plusieurs choses. Ça s'est concrétisé dans le BAEQ, enfin une certaine forme d'animation s'est concrétisée dans le BAEQ, mais en même temps, vous aviez à Montréal un autre courant qui, lui, fonctionnait, qui était celui des travailleurs sociaux, travaillant pour le Conseil des œuvres. Entre autres, Michel Londin. Mais qui avait été précédé par des trucs comme les chantiers, où d'abord des jeunes universitaires ou collégiens allaient faire de la peinture dans les taudis, mais qui de là sont mis à résider dans le coin et de là sont mis aussi à essayer de trouver avec les gens des façons d'améliorer la situation, de sorte que il y a eu une sorte de confluent qui s'est fait à peu près en même temps et souvent dans les mêmes personnes, parce que Coulombe, qui est devenu ensuite directeur du BAEQ, a été un des fondateurs des chantiers. Enfin, le Québec, à ce moment-là, était encore plus petit qu'il l'est maintenant, je pense. De sorte que c'est à partir d'un mouvement qui s'est fait, disons, plutôt spontanément à Montréal et à Québec à travers les chantiers, qui a été repris par le Conseil des œuvres à Montréal surtout, avec des animateurs professionnels. Et le BAEQ, comme je disais tantôt, qui lui mettait au point de départ la nécessité d'une certaine participation. Où, dans le fond, on s'est mis à vouloir définir qu'est-ce que ça pourrait être la participation, l'animation, et enfin, à la fois tous ces concepts et ces réalités. Oui. Et alors, c'est à la fois une espèce, comme je disais, de confluent d'un mouvement urbain et d'une application dans le milieu rural, en tout cas, mais en même temps d'un désir de milieu rural d'autogestion de son développement. Plus, disons que ça correspondait aussi à des choses qui venaient de l'extérieur. Les travailleurs sociaux ont été inspirés surtout par le Community Development aux États-Unis et en Angleterre. Nous, on s'est inspirés peut-être à la fois de Lebray, mais de ce qui se faisait en France et aussi de ce qui se faisait en Angleterre et aux États-Unis. De sorte qu'il y a eu une rencontre, une fermentation qui s'est faite à peu près dans le même moment, sur divers plans. Disons, l'expérience du BAEQ a été celle qui a été la plus grosse en termes d'animateurs sur le terrain, des choses comme ça. Maintenant, c'était aussi, je pense, la plus fragile et la plus difficile à rendre un petit peu critique, parce que, comme il y avait beaucoup d'animateurs, il fallait un gros budget. Et le budget, il fallait le défendre à tous les 3 mois auprès de M. Lesage et de son cabinet, parce qu'il avait peur à la Révolution à partir de l'animation, de sorte que l'animation a toujours dû rester plus ou moins neutre. Il avait peur que les gens participent vraiment? Il avait peur que s'ils participent, qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui ne dépendaient pas nécessairement juste d'eux et qu'ils soient amenés à réfléchir davantage sur les problèmes politiques avec un grand P.
Je pense que, d'ailleurs, la finalité de l'animation, c'est un éveil politique. Si. Alors, par définition, il n'y en avait pas. Alors là, il fallait le convaincre que ça servirait surtout à aider à la réalisation du plan. Que ça servirait mais que ça serait utile, très pragmatique pour que les gens ayant participé au plan seraient prêts à le mettre en œuvre plus facilement. Accepterait mieux les objectifs du développement. Mm-hmm. Vous avez parlé, je m'excuse, je vous la coupe un peu, mais vous avez parlé d'une tentation de technocratisme, puis à propos de ces expériences de planification, c'est-à-dire que la définition des objectifs était un peu au-dessus des gens qui étaient appelés à participer. Ben, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est que, en termes de pouvoir politique à ce moment-là, et d'une technocratie qui commençait déjà à exister, la technocratie, bon, il y avait la technocratie ancienne sous Duplessis, qui était surtout une technocratie d'avocats et des gens de droit. Avec Lesage, on a eu la technocratie des économistes, qui a commencé à s'implanter et qui ont eu tendance à faire ou à orienter, pas seulement au niveau du BEQ, mais surtout à Québec, de vouloir orienter le plan de développement dans le sens d'un développement strictement économique. Alors, comme sociologue, nous, on voulait faire rajouter des objectifs, si vous voulez, au plan. Objectifs qu'on sentait chez les gens, mais que les gens n'étaient pas encore capables de défendre. Alors, c'est dans ce sens-là que notre tentation de technocratie, dans le fond, c'était de dire, il faut être aussi fort dans nos démonstrations, en termes de sociologues ou en termes d'animateurs, que les économistes, pour pouvoir même les combattre à leur niveau. Oui. Et après ça, on pourra remettre le nouveau-né bien enveloppé dans les mains de la population, si tu veux. Par ailleurs, c'est comme dans n'importe quelle situation où, pour combattre un pouvoir, tu te donnes du pouvoir, mais une fois que tu as du pouvoir, tu n'es pas prêt à le laisser aller. Sûr. Par ailleurs aussi, c'est quand même la période où, je dirais qu'au Québec, on a vécu l'enfance de la technocratie. Et pour les technocrates, c'était vraiment, je pense, la période d'euphorie, une sorte de découverte de pouvoir. Et je pense que facilement, on pouvait entrer dans la tentation du pouvoir. Ça me laisse songer un peu à... Je m'interroge sur le statut de la sociologie en rapport avec cette situation-là. Il y avait une concurrence entre les spécialistes, par discipline. Quel était à ce moment-là ce que Fournier appelle la visibilité, le degré de visibilité de la sociologie par rapport aux autres sciences sociales? Oui, bien là, je pense qu'il faudrait revenir à presque toute la littérature sur le développement qui s'est écrit au début des années 60 ou la fin des années 50. Et pas nécessairement au Québec, parce que c'est rien écrit, mais donc aux États-Unis ou ailleurs. Et où on voyait toujours la sociologie comme la science qui venait réparer les pots quand les ingénieurs, les économistes étaient fourvoyés. Ou la science qui essaierait de prévoir les conduites des gens pour que l'économiste puisse faire plus facilement passer ses objectifs à lui. Et c'est dans ce sens-là, disons, surtout entre économistes et sociologues, il y avait une sorte de rivalité, parce que les sociologues sont venus à dire pourquoi c'est juste les économistes qui détermineraient les objectifs du développement, indépendamment de la participation, si on veut. Oui. Et pourquoi ce serait seulement les économistes qui détermineraient les objectifs de planification, et que les sociologues ramasseraient les pots cassés, ou seraient juste les gars qui viennent défricher avec une machette en avant. Réaliser les accommodations nécessaires. Ouais. Alors, on s'est dit, pourquoi nous, on n'aurait pas des objectifs, nous aussi, à proposer, qui seraient aussi importants et valables que ceux des économistes, et qui, là, pouvaient se traduire en termes de participation, en termes, pas seulement de ce qu'on appelle souvent le développement social, qui consiste à construire des hôpitaux et des écoles, puis faire du bien-être, mais qui revient, dans le fond, très souvent à une problématique économique.
mais des objectifs qui seraient proprement sociaux en termes d'organisation sociale et de relations entre les groupes ou les individus. J'ai envie de vous demander, si jamais vous avez pu le faire, comment est-ce que vous avez traduit ces objectifs-là? Si on prend le cas du BEQ, les objectifs ont été traduits dans un volume du plan, par exemple, qui était toute la réforme institutionnelle proposée pour que un plan se fasse d'abord de façon avec participation, mais aussi se réalise selon un nouveau mode de démocratie qui ferait que les gens seraient impliqués tout le long dans la réalisation. Alors, tout un volume qui était fait à partir des réformes municipales, mais aussi en proposant des nouveaux organismes sur le plan régional, sur le plan des liaisons entre le plan local, entre le plan régional, etc. Que la population a très bien reçu, mais qui n'ont jamais été mis en application par la suite, parce que là, si le gouvernement était prêt à accepter des réformes, même pas des réformes, mais des améliorations économiques, soit en termes de bout de chemin ou en termes d'usines ou de ci ou de ça, il n'était pas prêt à remettre en question tout le système à la fois économique et politique. Et politique. Parce que, là, dans le fond, ça revient à dire que la planification, les objectifs qu'on pouvait ajouter en tant que sociologue, étaient des objectifs plus strictement politiques ou d'organisation sociale. Et c'est là où il y a eu une sorte de guerre ou de discussion qui a duré tout le temps, dans le fond, du BEQ entre les deux groupes, auxquels les ingénieurs participaient par la bande, c'était surtout entre économistes et sociologues, sur les objectifs même du plan. Et là, c'est là que je dis, le groupe régional suivait, je pense, très facilement les objectifs que nous, on pouvait proposer. Comme sociologue, là, parce que ça se débattait d'abord autour de la bière à l'hôtel Montjoly, entre sociologues et économistes. Ça se finissait par se traduire à un moment donné dans des actions concrètes, où la population nous suivait, mais où le gouvernement n'a pas suivi. Vous avez parlé d'une première révolution tranquille. J'ai envie que vous m'en parliez encore plus tout de suite. Je pense que de la même façon qu'en 60, on a parlé de révolution tranquille, oui. Brisure avec, je ne sais pas combien d'années, depuis 36 à 60. Ça en fait, mettons-en 24. Oui, 24 ou 14, 24. 30 avec Duplessis, avec un petit règne libéral entre-temps. Je pense de la même façon que le Parti libéral en 60 a marqué une sorte de brisure. Les années 35-36 ont été une brisure aussi. Brisure qui se situait d'abord en plein milieu de la crise, qui s'est concrétisée par une chose qu'on peut prendre au sérieux ou pas, mais qui était le catéchisme de l'Union nationale, mais qui était aussi l'action libérale, toute la pensée antitrust, etc. Qui rejoignait des courants très profonds qui ont été débattus dans l'Action nationale et dans la CJC du temps. Tous les mouvements un peu de jeunes des années 30 ont abouti, dans le fond, à cette révolution que j'appelle la première tranquille, qui était une brisure nette avec un autre 20 ans ou 25 ans d'un régime libéral précédent. De sorte que les années 35-36 ont été une espèce d'espoir, de renouveau au Québec. Et dans ce sens-là, je dis que c'est une première révolution tranquille. Elle s'est plus tranquillisée ou s'est tranquillisée relativement vite parce que Duplessis a réussi à prendre le pouvoir de façon unique et personnelle. Mais en 35, 36, 37, il y avait une espèce de climat que j'ai vécu à travers mon père, mais une espèce de climat d'espoir qui ne s'était pas vu, semble-t-il, au Québec depuis très longtemps. Quelle sorte de contenu avait l'idée nationale à travers tout ça? Je pense que le nationalisme, comme je l'ai dit, au moment de ma thèse, j'ai découvert que c'était pas si méchant que ça si on enlevait les vêtements superflus. Mais disons que ça n'a jamais été une affaire très
très importante pour moi jusqu'au moment où j'ai eu l'occasion, et là on vient à la deuxième révolution tranquille, j'ai eu l'occasion avec de mes confrères qui étaient maintenant devenus sous-ministres ou choses du genre, de participer à des conférences provinciales fédérales, ou fédérales provinciales. Et pour s'apercevoir, je pense que c'est le même cheminement par lequel René Lévesque est passé aussi à un moment donné, pour s'apercevoir que on n'était pas si dépourvu d'idées que ça, et aussi pas si dépourvu à la fois de pensettes et d'outils de travail. Et que ça ne servait à rien de dire, d'attendre toujours que Ottawa, c'est-à-dire les Anglais, définissent pour nous autres ce qu'il fallait faire, mais qu'il s'agissait de dire, écoutez, si on n'est pas d'accord, dans 3 semaines, on a un plan, mais on va vous donner dans 3 semaines, puis dans les 3 semaines, on faisait un meilleur plan qu'eux autres. On s'est arrivé sur 5 ou 6 dossiers dans le temps. Et ça, je pense que, mêlé avec le barrage Lamanique et puis toutes ces histoires-là, il s'est développé une sorte de nationalisme que j'appellerais nouveau, qui voulait se définir comme étant capable ou rendu adulte et capable de s'autodéterminer par lui-même. Et disons que ça aussi, ça reprenait des trucs sur lesquels je travaillais en termes de participation, parce que là, si tu regardes la participation et les problèmes de développement, tu en viens à rencontrer aussi ce qui se faisait à ce moment-là en Amérique du Sud. Le développement se définissant beaucoup plus comme l'autodétermination que le développement économique. Alors, de l'autodétermination au nationalisme, le pas se fait assez facilement. Oui. Il y a une sorte de liaison qui se fait là-dedans entre la Révolution tranquille, c'est peut-être une des choses qu'elle a permises, le deuxième, longtemps, qui a été une confrontation plus serrée entre Québec et Ottawa, et une découverte, dans le fond, qu'on n'était pas si bête, collectivement. Plus, disons, ce que je pouvais faire en termes de travaux sur le développement et sur la participation, qui m'amenait à suivre aussi un cheminement qui se faisait, surtout en Amérique latine à ce moment-là. J'ai envie de nous catapulter dans votre enfance. Vous dites, vous êtes quand même des hommes de 35 ans qui découvrez au moment de la deuxième révolution tranquille que vous n'êtes pas si bête que ça par rapport à Ottawa, par rapport à d'autres gens qui planifient, etc. Bon, vous avez parlé tout à l'heure d'une première révolution tranquille. C'était celle qu'a vécu votre père, beaucoup plus que vous. Je crois que vous aviez 6 ans à cette époque-là. Je me demande quelle sorte de vision de l'avenir vous pouviez avoir quand vous étiez tout jeune. Quelle sorte de quelle façon votre culture familiale vous faisait entrevoir l'avenir? Je pense que l'avenir... je veux dire, vos propres dispositions. Oui, l'avenir, notre enfance, parce qu'il faut partir du présent pour penser à l'avenir. Notre enfance, c'était la crise. Je suis né en 29 et la crise est finie en 39. Oui. Bon. Alors, c'était la crise, comme je dis, Duplessis est apparu comme une espèce d'espoir au milieu de la crise. Par ailleurs, si je me replace aussi dans un certain milieu de référence qui m'est toujours resté important, qui était le milieu rural d'origine, c'était la période le 38 et ensuite la guerre, c'était la période de l'électrification rurale, c'était la période des innovations qui rentraient dans le milieu rural. C'était une période, je dirais, relativement positive, et surtout avec la guerre. Et ça, d'ailleurs, dans mes études en sociologie rurale, je montre très bien que la brisure, dans le fond, c'est la guerre qui a permis aux producteurs de cochons de faire des cochons tant qu'ils en voulaient, puis les vendre au prix qu'ils voulaient. Et au lieu d'investir dans leur ferme, ils ont investi dans les biens de consommation. Mais ça a été cette période, et la période après-guerre, qui est une période de prospérité relative aussi, c'était une période, je pense, que pour des gens qui ont vécu dans la pauvreté un bout de temps, qui apparaissait comme un peu celle des nouveaux riches, encore dans la période d'exaltation. Et la fin de cette période d'exaltation, dans le fond, c'est la révolution tranquille.
Alors, l'avenir, il était assez positif dans ce sens-là. Il était en amélioration. Par ailleurs, sur le plan... bon, ça, c'est l'avenir matériel, si tu veux. Sur le plan idéologique, tu avais... un avenir à construire, parce que même si les penseurs ont entendu dans les années 50 découvrir que le Québec était urbain, ça fait depuis 1930 que le Québec est en majorité urbain. Et c'est l'autre volet de mon éducation, de mon enfance. J'ai vécu en ville depuis l'âge de 6 ans. Même si c'est la ville de Québec qui n'a pas eu une croissance épouvantable dans ce temps-là, j'ai quand même participé dans une sorte de culture urbaine qui ne ressemblait pas du tout à ce que les idéologues du temps nous racontaient. De sorte que c'est ça qui a été, dans le fond, là, au moment de mon cours classique et au moment de mes études de la faculté, c'était, dans le fond, la découverte d'une société urbaine et d'une société ouvrière. Parce qu'on ne parlait pas encore du tiers, des occupations tertiaires à ce moment-là, urbaine et ouvrière, qui était à construire parce que, jusqu'ici, la société québécoise l'avait refusé. Et là, Duplessis est devenu une espèce de catalyseur pour dire c'est lui qui a refusé la société urbaine et ouvrière. Et c'est, dans le fond, une grande partie de l'opposition à Duplessis dans le milieu intellectuel est venue que la définition du Québec était maintenant urbaine et ouvrière. Mais ça, il faut attendre, en tout cas dans l'Action nationale, il faut attendre en 1954 avant qu'on trouve, 1946-47, avant qu'on trouve un premier article, puis un deuxième, le premier, je ne me souviens plus par qui, le deuxième par Falardeau, pour dire que le Québec était peut-être pas si rural que ça. Oui. Mais alors ça aussi, ça apparaissait comme quelque chose à construire. Et là-dessus, je dirais que je suis resté un peu dans mon enfance, parce que mon intérêt actuel pour la sociologie urbaine, dans le fond, c'est d'essayer de découvrir quelle sorte de ville on peut se créer à nous. Que ce ne soit pas une ville américaine, que ce ne soit pas une ville européenne, que ce soit une ville québécoise. À autant qu'il reste encore quelque chose en dessous de la notion de québécois plus qu'un mot. Une ville à inventer? Oui, une ville à inventer. Vous dites aussi à ce sujet-là que tout le Québec, c'est une vaste ville. Oui. J'aimerais que vous me parliez de cette urbanité. Ben, le Québec, c'est une immense ville parce qu'il ne reste rien de ce qu'était le Québec rural. Le Québec rural, c'est un Québec agricole basé sur une agriculture de subsistance. Actuellement, il reste 20, 25 000, 30 000 agriculteurs qui sont des cultivateurs qui ont maintenant des capitaux d'entre 50 et 150 000 $ qui sont des cultivateurs modernes, qui sont plus au niveau de la subsistance. Il reste des gens qui demeurent en campagne, qui travaillent de plus en plus à l'année longue comme bûcherons lorsqu'ils travaillent comme bûcherons, qui travaillent dans les mines, qui travaillent à d'autres choses, mais qui n'ont plus aucun métier qu'on pourrait appeler rural. Et qui, par ailleurs, sont reliés par un système de communication routier aux centres régionaux, les petites villes régionales. Plus des masses de chômeurs, plus des masses de gens qui sont sans revenus. Oui, mais qui ne sont pas nécessairement des ruraux traditionnels. Ni des urbains. Bien, ils sont urbains dans le sens qu'ils vivent en ville, malgré tout. Bien, ils vivent en ville par... Comme un lieu de consommation. Par la télévision qui est aussi présente qu'en ville. Ils vivent en ville parce que, même s'ils sont chômeurs en campagne, ils sont reliés très fortement au centre-ville. Et ils baignent dans une atmosphère, si on peut définir la ruralité en termes de sociologue, ce serait en termes d'un système de valeurs différent et d'un mode de vie différent.
mais qu'on ne trouve plus. De sorte que, ce que j'ai dit, c'est que la ville de Québec, c'était pas la ville, mais la province, où le Québec, c'est une grande ville à densité variable. Oui. Et des affaires aussi concrètes que le fait que le gars ou la fille de Saint-Thomas-de-Cherbourg va plus souvent en ville, c'est-à-dire Rimouski ou Matane, que le gars de Saint-Henri vient au centre-ville à Montréal. C'est-à-dire que là, il y a, dans le fond, ce qu'on trouve, des patterns de mobilité beaucoup plus forts dans les milieux ruraux actuels que dans les milieux urbains. Mais aussi parce que ces milieux-là, actuellement, sont aussi des lieux de redéfinition de ce que c'est que la ruralité aussi, de ce que c'est que de vivre en campagne, pour beaucoup de personnes, en tout cas. Je veux pas... Ben, c'est-à-dire que ceux qui se posent le problème de ce que c'est que vivre en campagne, c'est des urbains qui n'ont jamais connu la campagne, qui y retournent, qui voudraient y retourner. Maintenant, c'est que le gars qui vit, disons, dans un petit village ou dans un rang quelque part, il aspire plus nécessairement, d'ailleurs comme il n'a jamais aspiré directement, de s'en venir directement à Montréal. Il a aspiré à vivre dans une ville plus petite, Matane, Rimouski. Maintenant, il y a aussi des irréductibles qui vont toujours vouloir vivre dans le fond d'un rang puis vivre tout seul. Bon, ça a été peut-être une des erreurs du BAQ, mais encore là, il faudra la qualifier parce que le BAQ prévoyait tout un plan de transformation. Tout ce qu'on a gardé, c'était de fermer les villages. Mais fermer les villages, c'était la fin d'un processus qui était enclenché et qui devait suivre un ordre que les gens, d'ailleurs, avaient accepté et proposé. Mais c'est bien sûr que le gars de 60 ans que tu amènes à vivre, certains vont vouloir le faire. Vivre à Matane, par exemple, à HLM ou ailleurs. Il y en a d'autres qui ne voudront pas. Tu as des périodes de transition à faire. Mais ceux qui veulent redécouvrir la ruralité, moi, sauf les jeunes intellectuels des villes qui n'ont jamais vécu en campagne, je n'en connais pas. Dans le milieu rural. C'est-à-dire que tu as des cultivateurs qui veulent devenir des meilleurs cultivateurs. Mais un cultivateur qui a un capital de 150 000 $, il n'est pas nécessairement l'habitant. Oui. C'est un entrepreneur qui est plus gros que beaucoup d'usines qui sont en ville. Mm-hmm. Alors, c'est une autre mentalité complètement différente qui s'instaure. De la même façon que tu peux voir, tu te promènes dans les rangs des paroisses québécoises, à côté presque de chaque ferme, des tentes, parce que les enfants des cultivateurs ils ont vu que c'était à la mode de faire du camping. Ils vont faire du camping. Tout en vivant dans le milieu rural, ils vont faire du camping, parce que c'est la façon dont tu jouis de la campagne maintenant. Oui, aussi. C'est une façon strictement urbaine. Oui. Ben, moi, il y a une affaire qui me préoccupe par rapport au Québec, et surtout au Québec actuel. C'est que j'ai l'impression, quand tu parlais de mon enfance tantôt, puis une espèce de vision d'avenir qu'on avait, j'ai l'impression que jusqu'aux années 70, il y avait une recherche de ce que pourrait être le Québec, indépendamment de son indépendance. Quelle sorte de société ça pourrait être? On a vécu, nous, en vivant le fait qu'on était dans une période de prospérité après une période de crise et que c'était relativement positif. On a vécu en disant, on n'est plus des ruraux, on est des urbains, il faut construire des villes, il faut les inventer, on est maintenant ouvrier, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On pourrait dire on est maintenant tertiaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et puis, les années 60-70, qui étaient des années de participation, puis d'engagement, puis où plusieurs personnes essayaient de définir quelque chose pour le Québec. J'ai l'impression que depuis 70, en tout cas après 70, l'espèce de rêve utopique du Québec
c'est trop centré sur une affaire qui était l'indépendance et c'est complètement vidé de contenu. Bon. C'est-à-dire qu'on a des critiques du système, très souvent tendance marxiste figée d'ailleurs, mais on n'a plus d'inventeurs de société. On n'a plus de rêveurs de société. Je crois qu'on est en train de parler un peu de l'imagination. L'imagination que tout le monde peut avoir en essayant de se représenter quelle sorte de changement on peut opérer dans la société pour la transformer. Puis l'imagination des sociologues à propos du même désir de changement. Puis vous me dites que l'invention est au bout de son rouleau. Bien, l'invention est au bout de son rouleau. Disons que je le prends, faut regarder les sociologues d'abord. Je dirais une grande majorité des sociologues qui ont été formés depuis les années 60 sont devenus fonctionnaires. Il y en a un petit nombre qu'on trouve à l'université. Là-dessus, il y en a qui continuent à faire leur métier, disons, de façon tranquille. Et un certain nombre qui se caractérisent beaucoup plus par la critique que par la vision. Et c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression qu'actuellement, il n'y a pas de... Le Québec n'a plus de rêve. Et je pense qu'avant ça, c'était peut-être le rôle de la sociologie des années 60 et 50, de présenter des espèces d'utopies de rêve à la société. Oui. Tout le monde l'a fait à sa façon, je l'ai fait à ma façon, rapport Castonguay et d'autres affaires. D'autres l'ont fait, Rocher avec le rapport parent. Bon. J'ai l'impression maintenant que on se contente d'être critique et de faire une critique souvent qui s'inspire de principes dépassés, à mon sens. On ne tient pas compte du fait qu'on est en 1970 et presque en 80, avec une technologie et des communications et une répartition du travail et du procès de travail qui est très différent de ce qu'il pouvait l'être en 1850 quand le socialisme a été inventé. Et on dirait qu'on n'est pas capable, comme les gars de 1850, d'inventer quelque chose qui correspondrait à ce qu'on est. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'ai cité de mon article sur mon cheminement, où je disais peut-être qu'on pourrait devenir un exemple pour les pays sous-développés. C'est-à-dire que dans un sens, le Québec est à la fois sous-développé et surdéveloppé. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on aurait à inventer quelque chose. Et peut-être présenter une image qui permettrait d'éviter des pas aux autres, au lieu de refaire exactement tout le même cheminement que nous, on a fait, que d'autres pays ont fait. Moi, j'ai l'impression que c'est dans les éléments à la fois, disons, comme système économique et comme système politique, qu'on doit inventer quelque chose. Et on n'est pas les seuls. C'est vrai des États-Unis, c'est vrai de la France, c'est vrai de l'Angleterre, c'est vrai de l'Allemagne. C'est vrai même du Japon. Dans le fond, trouver, d'abord sous thème ou sous manière utopique, une organisation des rapports sociaux qui tiennent compte de la réalité concrète dans laquelle on vit. C'est-à-dire... en termes techniques, technologiques, oui. Moyens de communication. Mais il y a aussi, vous avez souvent parlé au cours d'entretien des problèmes de participation et du pouvoir politique, en fin de compte. Je pense que c'est l'histoire du Québec, c'est d'abord, on a, jusqu'aux années 50, on s'est dit on est une société rurale. Pendant ce temps-là, c'était justement les étrangers qui nous ont urbanisés et développés au niveau industriel. Soit. Bon, on s'est réveillé à un moment donné, on était déjà urbanisés, déjà industrialisés. Puis là, on a dit qu'il faut se développer? Puis là, on a dit qu'il faut se développer, puis là, on a de retard à prendre. Oui. Mais le retard, ça a été pour à peine ça rendre à date.
Et dans le fond, c'est qu'on n'a pas extrapolé, on n'a pas vu ce qui devait s'en venir, et se préparer pour ce qui s'en venait, et non pas pour ce qui était déjà dépassé. Donc, je prends la réforme de l'éducation, à mon sens, ça a été de se préparer pour ce qui était là, ce qui fait qu'on ne se prépare même plus pour ce qu'on est aujourd'hui. Dans le fond, le Québec cherche son identité, mais il la cherche toujours en retard. Et moi, ce que je trouve plus grave actuellement, c'est qu'on la cherche même plus, sauf de dire on va être autodéterminé, mais autodéterminé pour faire quoi? Soit. Pour faire exactement ce qu'on faisait avant, sauf qu'on dit maintenant c'est nous qui le faisons. Et c'est ça, à mon sens, tant qu'on n'a pas un rêve à côté de vouloir s'autodéterminer, ben, on est encore comme les adolescents à 12 ans, 13 ans, qui disent, moi, qu'ils veulent se prouver qu'ils existent, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire avec leur existence. Comment est-ce qu'on va reprendre le fil? Ben, moi, je vous répondrais pratiquement à ceci, c'est que le gars qui a rendu le plus service au Québec, c'est peut-être Duplessis. Parce qu'il a bloqué. Il a bloqué le Québec. Les intellectuels du temps n'avaient pas de place au Québec. Ils ont trouvé de se battre pour avoir une place. Puis ils ont trouvé à ce moment-là d'être imaginatifs, de proposer d'autres choses. Seulement, j'ai l'impression que l'intellectuel, justement, rentre trop facilement dans la structure existante. Il devient facilement sous-ministre, sinon ministre. Les plus jeunes rentrent comme fonctionnaires. Même les critiques trouvent des jobs payants. Et puis personne qui a besoin de... Il n'y a plus de principe d'opposition, dirait Touraine. Et s'il n'y a pas de principe d'opposition, ben, on rentre dans la patente, on trouve ça plate. On s'insère dedans, puis on proteste parce que c'est pas exactement, mais dans le fond, on veut rien, on veut pas trop déranger. Parce que si on dérange ça, peut-être qu'on va perdre notre pouvoir. Bon. Bon, donc, il y a un bonhomme comme Grand Maison qui est sociologue, mais qui est toujours parti avec sa marotte du pouvoir au peuple, puis qui la garde. Bon, c'est une utopie bien petite, mais si on la regarde, elle est immense, parce qu'elle renverse complètement toute la définition de démocratie qu'on a eue jusqu'à date. Mais parce qu'il ne donne pas le pouvoir aux ouvriers, c'est-à-dire ceux qui ont conscience vraie dans le système marxiste ou quoi que ce soit, il la donne à ceux aux sous-prolétaires. Il veut donner le pouvoir aux sous-prolétaires. Il n'y a personne qui a jamais pensé une révolution de même, surtout pas les socialistes. Parce que le pouvoir, ça appartient pas aux sous-prolétaires. Mais c'est ça, dans le fond, peut-être qui est une des lignes dans laquelle il faut s'orienter si on veut repenser le Québec, en termes politiques et en termes d'organisation sociale. C'est le pouvoir à la classe qui a la conscience vraie, c'est donner le pouvoir aux intellectuels, bien sûr. C'est eux qui ont la conscience vraie dans une société. C'est pas le gars qui travaille à Sainte-Thérèse à monter des automobiles. Oui. Alors, la révolution, à mon sens, c'est que la ligne dans laquelle il faut chercher, c'est une société utopique où le pouvoir est donné en tant que tel aux individus que la société a reconnus comme citoyens. Donné ou conquis? Donné ou conquis. Mais, ah oui, mais elle ne sera pas donné, ça c'est bien sûr. Mais si on en parle comme utopie, elle sera donnée. On recevrait encore des dieux, le pouvoir? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... en tout cas, là, on joue sur les mots. Un peu. C'est que si on pense à une société utopique, c'est que le pouvoir serait partagé, peu importe si ceux qui l'auront conquis ou pas, là, ça c'est une autre dimension, viendra en fonction de d'autres critères que celui de la conscience vraie, qui a toujours été, même si on est le plus capitaliste du monde, c'est lui qui va dire que si on a le pouvoir, c'est parce qu'on a la conscience vraie. Oui. Mais dans le fond, on n'a plus de défis. On est gradure, on n'a plus de défis. Et en même temps, tout est trop facile pour l'intellectuel. Puis pour les autres aussi. On fait des grosses luttes
épouvantable sur 50 piastres par mois comme fonctionnaire ou comme ci ou comme ça. Mais ça, on ne fait pas des luttes sur des sociétés, on fait des luttes sur 50 piastres. On fait des luttes sur un voyage à Acapulco ou pas dans l'année. Et une partie de l'explication, je pense que c'est qu'on est trop débloqué. Il y a trop de mobilité possible. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'opposition. Tu es obligé de s'en créer. Trudeau ou un autre ou un autre. Je constate avec vous, on en parlait ce matin avec M. Fournier, qu'il y a cette situation-là où, pour parler des sociologues seulement, celui qui arrive maintenant pour débuter son apprentissage trouve guère de choses pour lui donner le désir de changer, quoi que ce soit. Non, mais je pense que les sociologues ont souvent la prétention de dire que c'est les sociologues qui font la société. Moi, je dis que c'est la société qui fait ses sociologues. Oui. Et il faudrait peut-être se demander, on peut poser, je pense, un diagnostic sur une société en regardant une sorte de sociologue qu'elle produit, ou ce que ces sociologues sont devenus. Oui. Et je pense que là-dessus, l'histoire de la sociologie, moi, je trouve ça n'existe pas, de toute façon. Les sociologues existent, mais la sociologie, ça n'existe pas. Les sociologues du Québec, qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous le savez? Non. Il faudrait le faire. Moi, je sais la mienne, mon histoire, mais... Non, c'est... Ah, ouais, j'ai la mienne. C'est une histoire aussi. Moi aussi, j'ai débarqué d'une certaine façon de mes utopies. Non, je ne suis pas complètement débarqué. Ils sont un peu plus en veilleuse. J'essaye de les retravailler. Vous avez envie de rester dans le chemin pour que les jeunes vous poussent? Non, j'ai une question d'âge aussi, mais je suis, comme tous les Québécois, je veux vivre ma vie. Mais quand vous avez parlé de Duplessis tout à l'heure, comme de cette figure qui avait cristallisé l'opposition, en quelque sorte, je me demandais si vous n'aviez pas le désir que naisse une autre figure comme ça, qui nous amènerait, qui nous bloquerait encore pour qu'on débloque. Non, mais c'est que je suis pas sûr maintenant. C'est pas nécessairement une autre figure, là. Nécessairement. Lui, ça s'est incarné dans une personne, mais c'est en même temps tout un système qui est en bas. Non, j'ai l'impression que le Québec actuellement est à la fois trop ouvert et trop multiforme. Le Québec, c'est pas... On va revenir à la crise d'identité, mais le Québec a été brisé dans les années 60, en termes de valeur. Il a été complètement détruit. Je vous en prie. Il a été détruit par une affaire très simple. C'était l'importance des masses médias qui sont arrivés en masse et qui ont complètement détruit les figures d'autorité. En ce sens que là, il faut voir la télévision des années 60 à 70, parce que depuis ce temps-là, c'est assagi. Mais les années 60-70, c'est que vous aviez constamment des programmes d'affaires publiques, entre guillemets, où vous mettiez ensemble des experts. Parce que le Québécois a toujours eu besoin d'experts. Qui étaient en contradiction, ça finissait toujours en queue de patate. Il n'y avait jamais de conclusion. Ça a été beaucoup plus grave quand on s'est mis à avoir des curés de gauche et des curés de droite dans le même programme qui, sur un sujet précis, ne s'entendaient pas. Et sont venus complètement mêler les cartes.
Et j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de récupérables qui n'ont pas été touchés par ça. Il y en a un certain nombre qui sont devenus plus des personnalités ouvertes, qui se sont dit, bien, si personne ne le sait, moi je vais le savoir, donc je vais me définir par moi-même. Mais je dirais, la majorité des Québécois ont été complètement mêlés. Ils ne savent plus quelles sont les vraies valeurs, puis quels sont surtout ceux qui peuvent nous aider ou ceux qui définiraient pour nous autres les vraies valeurs. Parce que même les figures sûres, ils sont plus sûrs. Il y en a 2-3 sortes dedans. Ce qui fait que, dans le fond, il y a eu le Québec a été cassé. Donc, quand on dit l'abandon de la religion, tout ce qui s'est passé dans les années 60, je ne l'explique pas seulement par le rôle des mass médias, mais je pense qu'il était un facteur très important, dans le sens que les figures d'autorité se sont détruites entre elles et ont laissé les gens complètement abasourdis. Et depuis ce temps-là, c'était aussi la période où de nouvelles figures d'autorité ont essayé de s'imposer. Mais on ne s'est pas retrouvé depuis ce temps-là. La majorité du Québec ne s'est pas retrouvé depuis ce temps-là. On peut s'identifier Monet à René Lévesque, mais il peut aussi s'identifier le lendemain à Trudeau, à Drapeau. C'est l'espèce de folichonnerie de l'électorat de Montréal, qui va voter Trudeau au fédéral, Lévesque provincial, puis Drapeau municipal. C'est 3 figures complètement contradictoires en termes d'objectifs et en termes de valeurs. Mais on adhère aux 3 en même temps. Non, c'est parce que d'un côté, j'ai l'impression que la Révolution tranquille, c'était beaucoup plus qu'une révolution tranquille. C'était une prise de pouvoir, pas officielle, mais presque effective, du groupe intellectuel. Bon, à partir des professeurs du primaire jusqu'à mon temps. Eux qui ont pris effectivement le pouvoir, en partie par le PQ, puis en partie dans les jobs de fonctionnaires et de technocrates. Donc, la révolution est faite. Il reste à l'officialiser, mais ça, c'est pas grave. On peut jouer bien longtemps avec le système politique qu'on a, qui est une chaîne de poissons, dans le fond. Oui. Et c'est pas nécessaire d'avoir l'imprimature pour dire maintenant, c'est le pouvoir, il faut que tu aies ton doctorat, ou ton ci ou ton ça, puis là, tu peux avoir. Mais ça existe déjà. Pour avoir tel job, il faut que tu aies tel diplôme, telle affaire. Non, le pouvoir technocratique, il n'est pas officiel, il est, à mon sens, très pratiquement là. Et la Révolution tranquille, c'est ce qu'elle a fait. Elle a donné le pouvoir à ceux qui l'ont réclamé pendant 20 ans avant, sous Duplessis. Comme Duplessis a pris le pouvoir avec les intellectuels. Est-ce que vous voulez jouer aux prévisions? Vous dites, bon, il y a des hommes qui, pendant 20 ans, ont voulu le pouvoir, maintenant ils y sont. Est-ce qu'il faudra encore 20 ans pour qu'une autre génération le fasse, cette prise de pouvoir? Bon, c'est-à-dire que là, tu peux faire plusieurs hypothèses. Allons-y comme ça, par hypothèse. Futuriste. La première hypothèse, c'est que, comme les intellectuels qui ont pris le pouvoir étaient relativement jeunes, même s'ils ont ouvert des postes subalternes, qui ont été remplis là aussi par des très jeunes, si on compare à d'autres sociétés, bon, il est possible qu'à un moment donné, tu aies une saturation des cadres. Possible. Surtout en termes là, des fonctionnaires et des fonctionnaires aussi bien d'entreprises privées que d'entreprises gouvernementales. Alors là, s'il y a vraiment une saturation, bien là, il va y avoir un groupe qui lui, va être bloqué. Qui va être obligé de proposer d'autres choses. Proposer d'autres choses qui fassent qu'en renversant ceux qui sont là, mais eux vont avoir des jobs. Ils vont avoir le pouvoir. Bon, ça, c'est une hypothèse. Combien peut prendre de temps, je ne sais pas. Là, ça dépend de l'ouverture. Si on réussit à faire une certaine décentralisation, ça ouvre d'autres jobs. Même si ça enferme à quelque part. Bon.
Autre Seconde hypothèse. hypothèse. Autre hypothèse, c'est que les sans-pouvoirs vont finir par cette année. C'est-à-dire sans-pouvoirs, ceux qui sont représentés par ceux que Grand Maison soutient, les sous-prolétaires, les chômeurs, les gens qui habitent les quartiers gris, les zones grises des villes, etc., qui sont tannés de se faire passer les directives par les fonctionnaires de tout ça qui habitent. À un moment donné, on va dire, on veut le pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une révolution par des prolétaires, ou des sous-prolétaires, c'est rough. Il va falloir à nouveau un paquet d'animateurs, mais en même temps, c'est que ce groupe-là ne veut plus d'animateurs. Il ne veut même plus se faire fourrer par des intellectuels. Avant ça, c'était curés, maintenant, c'est des animateurs. Avant ça, c'était des agronomes en milieu rural. Ils ne veulent plus l'entendre parler. Alors, à quel point ça pourra se concrétiser, ça aussi, c'est un point d'interrogation. Je sais pas. Ou on va attendre que les États-Unis aient fait leur révolution, puis on suivra comme d'habitude. Ou on va attendre, comme disait Lionel Gros, un chef. C'est notre histoire. On cherche des chefs qui vont venir nous définir quelque chose de nouveau, puis qui va avoir assez de charisme pour faire embarquer le monde. Ou il va y avoir une vraie crise économique qui va faire que nos enfants vont apprendre que c'est parce qu'ils veulent une paire de patins 50$ qu'ils vont l'avoir demain matin. Actuellement, c'est dans le milieu dans lequel ils vivent. Que ce soit mes enfants ou même l'enfant des travailleurs, même l'enfant du chômeur, en certaines parties. Il s'agit qu'ils veuillent quelque chose pour que ça se fasse. Donc, il y a là aussi une sorte de désillusion où le rôle de la consommation finit par désillusionner tout espoir, parce que, dans le fond, la consommation actuellement, elle est toujours possiblement comblée. Puis si tu n'es pas capable, tu achètes à crédit. Donc, voilà, ça, c'est tout un autre penchant, un autre versant de notre société, mais c'est aussi un versant très concret. Que les intellectuels ont très tendance à négliger parce que ça ne rentre pas dans un schéma marxiste ou ça ne rentre pas dans un schéma aussi, je ne sais pas quoi. Quelques sexologues européens commencent à parler de la révolution des consommateurs, mais c'est pas encore fait. Dans la pensée des sociologues, c'est quelque chose de... ça ne rentre pas dans les cadres qu'on connaît. Dans le fond, je sais pas, j'ai l'impression que on a des sociologues professionnels, on n'a plus de sociologues. Des sociologues professionnels qui se donnent l'illusion qu'ils ont maintenant une science, qui sont rigoureux, qui sont méthodologiques, qui sont ci, qui sont ça, ou qui ont des théories qu'on peut mettre en action, je sais pas quoi, donc ils sont maintenant aussi bons que des physiciens. Ou même, disons, des économistes. Puis donc, ils s'assoient sur le steak, ils disent, on l'a, la science. Je pense qu'on était peut-être plus créateurs quand on n'avait pas la science. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, je pense que le Québec a ses sociologues.